Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Ren Cailian. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, je vous propose de faire un saut dans l'histoire. Ce saut nous est permis grâce au musée de l'Institut d'Histoire et de Philologie de l'Academia Sinica, où sont exposés de nombreux objets donc, et en particulier on y trouve des calques de stèles, c'est-à-dire des stèles gravées dans la pierre, dont on a calqué le texte en frottant de l'encre sur un papier qui était mis par-dessus, et avec le creux, ça permet de faire ressortir donc les caractères. Et une de ces stèles est celle de l'inscription sur la pierre tombale écrite par Sudongpo pour sa nourrice Ren Cailian. Sudongpo, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, soit sous ce nom-là, soit sous celui de Su Shi. Donc c'est un homme politique de la dynastie des Song du Nord, autour de l'an 1000 à 1100. Il est connu non seulement en tant qu'homme politique, mais surtout pour ses poésies, pour ses œuvres littéraires, ses calligraphies et ses peintures également. Et il se trouve qu'il a écrit une épitaphe en hommage à sa nourrice lorsque celle-ci est décédée. Les informations que je vous partage aujourd'hui sont surtout tirées d'un article écrit par Zheng Li, chercheuse à l'Academia Sinica, et dont les recherches portent sur le système juridique et la médecine au Moyen-Âge en Chine, avec une perspective de genre. Donc dans cette épitaphe, dans cette inscription, nous pouvons comprendre que l'origine de cette nourrice, Madame Ren Cailian, est plutôt modeste, puisque à l'origine elle était la servante de la mère de Sudongpo, et après que celle-ci se soit mariée dans la famille du père de Sudongpo, donc elle est devenue la nourrice de leurs enfants. Et lorsque Sudongpo a grandi, elle a également élevé ses 3 enfants à lui. Et quand Sudongpo a déménagé d'un endroit à l'autre en tant que fonctionnaire, sa nourrice est restée avec lui dans tous ses déplacements. Elle est morte à un endroit où Sudongpo était pour son travail, et donc Sudongpo a écrit cette épitaphe pour la commémorer. C'est de cette façon que nous pouvons avoir des indications à son sujet, parce que sinon avoir des informations sur une nourrice d'il y a plus de 1000 ans, c'est assez difficile, puisque ce ne sont pas elles qui écrivent l'histoire. Les nourrices, il y en a dans le monde entier, ce sont souvent des femmes de classe inférieure qui sont employées pour allaiter et puis pour élever des enfants issus de classes supérieures. Et pourquoi est-ce que les personnes plus aisées engageaient des nourrices ? Il y a plusieurs théories. En Chine, ça pouvait être soit pour montrer le statut et prouver qu'on dispose des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins à la fois de la nourrice, de ses enfants à elle probablement, et puis de l'enfant qui vient de naître, de la famille aisée à l'origine. Une autre théorie serait que comme il n'est pas facile pour les femmes de tomber enceintes pendant l'allaitement, et que la fonction première des femmes, c'est de faire des enfants, afin de reprendre leur cycle physiologique et menstruel, eh bien, elles laissaient des nourrices allaiter leurs bébés dans l'espoir de pouvoir retomber enceinte le plus rapidement possible. Tout d'abord, quand on a envie d'avoir un enfant, selon les croyances chinoises traditionnelles, il y a plusieurs pratiques différentes, et une en particulier s'appelle les arts de la chambre, Fangzhong Shu. Donc le Shu, c'est vraiment l'art ou bien la technique, et Fangzhong, c'est dans la chambre. Et ce sont en fait des pratiques sexuelles taoïstes qui insistent sur l'importance du contexte. Donc tout doit être bien préparé, le lieu, le moment, l'environnement, etc. Et il y a un texte qui dit notamment, je cite, « Si vous suivez ces principes et que vous partagez du plaisir, vous aurez un enfant vertueux qui vivra jusqu'à un âge avancé. » Et donc on voit que la personne qui possède ces connaissances littéraires et qui est responsable de la naissance d'un bon enfant, c'est donc l'homme dans ce cas-là. Après la dynastie Tang, en particulier dans les livres de médecine, on trouve plus de prescriptions destinées aux femmes, notamment autour de la conception d'enfants, et ça indique que le devoir d'avoir des bons enfants incombe dorénavant aux femmes, et l'art de la chambre est devenu moins populaire.
Ensuite, toujours selon cet article de Chandali de l'Academia Sinica, une fois que l'épouse tombe enceinte, eh bien, il faut chercher une nourrice. Une bonne nourrice doit répondre à de très nombreux critères. Elle doit être habile et bien travaillée, elle ne doit pas avoir de maladie de peau ni de cicatrices et être en bonne santé. Donc il y a toute une liste de choses, de caractéristiques physiques qu'elle doit remplir. Donc ne pas avoir de cheveux jaunes, de dents noires, des grands yeux, une large bouche, une colonne vertébrale qui semble se dissoudre. Elle ne doit pas être triste, elle ne doit pas avoir le nez haut, la nuque poilue, les mains laides, la peau épaisse, la bouche malodorante. Elle ne doit pas non plus avoir un corps froid et sec, la peau aussi fine qu'un poulet, selon les écritures anciennes bien sûr. On voit donc que pour choisir une nourrice, il faut se préoccuper non seulement de sa santé et de sa beauté, mais aussi du fait qu'elle doit jouer un rôle relativement humble, et celles qui sont jugées trop masculines ne conviennent pas, avec par exemple la pilosité ou la rugueur, ou avoir les os solides, c'est aussi un critère discriminant. Donc pas n'importe qui pouvait devenir nourrice. Alors une fois qu'elle est choisie, eh bien, elle est accueillie dans la famille pendant la grossesse. Elle assiste la mère également pendant l'accouchement, en compagnie de la sage-femme, pour nettoyer le bébé, et puis elle l'allaite, bien sûr, après, jusqu'à ce qu'il grandisse. Parfois, le médecin est présent pendant l'accouchement, mais alors il donne plutôt les instructions à distance, derrière un paravent, et il entre en scène seulement une fois l'accouchement terminé pour s'occuper du bébé. Sinon, les seuls soignants autorisés autour de la personne qui accouche sont des femmes. Alors, la chercheuse Chandali met cela en contraste avec la situation actuelle à Taïwan, où le système médical n'accorde pas autant de valeur ou d'importance à l'accouchement, avec plus d'1 sur 3 qui a lieu par césarienne à Taïwan. Les nourrices ont ensuite beaucoup de responsabilités parce qu'elles doivent non seulement allaiter et nourrir l'enfant, mais aussi veiller à sa sécurité. Ensuite, elles doivent aussi jouer avec l'enfant quand il est un peu plus grand, mais aussi élever leurs propres enfants en parallèle. Et puis, elles doivent participer à l'éducation des enfants. C'est le cas par exemple de la nourrice de Su Dongpo, mais c'est aussi le cas de la nourrice de Wang Xianzhi. Wang Xianzhi qui est le fils du grand calligraphe Wang Xizhi et qui avait un niveau d'éducation plus élevé. Donc cette nourrice était dite douée pour l'écriture cursive et également capable d'interpréter le Lao Tzu, qui est un grand classique qui n'est pas facile à lire et encore moins à interpréter. Dans certains cas, on dit même que la nourrice arrivait à être tuteur, ou plutôt tutrice dans ce cas-là donc de l'enfant. La nourrice de l'impératrice Diananfang avait sauvé Diananfang pendant la rébellion des 8 royaumes, et cela montre bien la responsabilité de la nourrice de protéger l'enfant à n'importe quel prix, et ça a fait que cette nourrice est parfois impliquée dans les affaires de la famille, du maître, et elle doit participer aux luttes politiques quelque part. Donc elles prennent un rôle qui est beaucoup plus important que celui juste d'allaiter un bébé. Elles font de plus en plus partie de la famille, elles sont traitées comme des membres de la famille. Et Su Dongpo ne la traitait pas vraiment comme une servante, mais plutôt comme une aînée qui est vraiment quelqu'un qu'on respecte en fait dans la famille. Une autre source de proximité et de changement de classe sociale, c'est que l'enfant de la nourrice est souvent d'un âge proche de l'enfant dont elle s'occupe, et les deux enfants grandissent donc ensemble. La nourrice espère que le jeune maître fera la promotion de son propre fils plus tard, puisqu'il y a beaucoup de jeux d'influence. Alors bien sûr, cela est critiqué par les lettrés, les érudits, et c'est plutôt mal vu parce que c'est une promotion sociale qui a lieu sur des critères qui peuvent être discutés. Un autre point de désaccord est celui de la période de deuil après la mort de la nourrice. Il était souvent fixé à 3 mois, mais c'était variable quand même. Il faut savoir que la durée du deuil indique la proximité qu'on a avec le défunt et l'importance du statut du défunt en fait. Et le fait qu'une nourrice, qui pouvait parfois donc être une simple servante, soit l'objet d'un deuil pendant 3 mois, ça hérissait aussi certaines personnes, qui tenaient donc à un respect des codes et des classes sociales plus strictes. Tout cela, c'est un héritage du confucianisme qui indique vraiment que chacun a sa place,
En Chine, traditionnellement, on doit pleurer ses parents pendant 3 ans, mais si le père est encore vivant, on ne pleure sa mère que pendant 1 an. Alors, selon si la mère biologique qui a donné naissance est l'épouse principale, ou bien si c'est une concubine, c'est différent. Si la concubine est morte en couche et qu'une autre personne est choisie pour subvenir aux besoins de l'enfant, cette personne peut être une concubine, ou bien elle peut être une servante. Dans ces cas-là, elle a chaque fois un nom différent. Et bien sûr, dans chaque cas, on observera une durée de deuil différente selon la relation qu'a cette mère avec le père. On a aussi vu un empereur élever sa nourrice au rang de fonctionnaire ou bien la pleurer pendant plus longtemps que le code aurait voulu. Et dans ces cas-là, ces femmes transgressent à la fois des frontières de classe sociale et de genre. Dans le cas de Zhen Cailian, eh bien, son épitaphe a été écrite par Su Dongpo et elle est très célèbre non seulement parce que Su Dongpo a écrit tout le texte, mais également parce qu'il l'a calligraphié lui-même. Bien sûr, il est difficile de savoir ce que pensait Zhen Cailian, puisque les textes sont toujours écrits par les lettrés. On ne saura probablement jamais comment est-ce que leur lait était distribué, par exemple, comment est-ce qu'elles pouvaient s'occuper de leurs propres enfants, comment est-ce qu'elles se sentaient quand elles étaient enceintes ou qu'elles accouchaient elles-mêmes. Mais ces épitaphes peuvent aider à mieux comprendre l'histoire des familles, ou bien la mobilité sociale, ou encore avoir un peu plus de données sur les gens du peuple et sur les femmes. Voilà donc pour cet épisode sur Zhen Cailian, la nourrice de Su Dongpo, dont l'épitaphe est au musée de l'Institut d'Histoire et de Philologie de l'Academia Sinica. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.